Au temps lointain où Nishapur était encore une grande ville florissante, il y avait, sur la grande place, une auberge qui servait de relais pour les caravanes. Les riches marchands traversant le pays avec leurs chameaux chargés des marchandises les plus rares et les plus précieuses la recherchaient volontiers pour s'y reposer de leur long voyage. Les installations de cette auberge étaient splendides, et les chambres destinées aux voyageurs comportaient tout ce qu'ils pouvaient exiger comme confort et agrément. Tout autour des bâtiments s'étirait un mur si élevé, et le portail donnant accès à sa cour était si bien bardé de fer et de serrures, que le tout ressemblait fort à une forteresse. Aucun maraudeur, voleur, tire-laine, escamoteur ou chapardeur, comme il en aurait tant en ces temps-là, n'aurait pu se vanter d'avoir pu dérober ne fût-ce qu'un sol à l'auberge de Nishapur. Et pourtant, un jour, une bande de voleurs s'installa dans des taillis, aux abords de la ville, avec la ferme intention d'arriver là où tous leurs prédécesseurs avaient échoué. Ils avaient entendu vanter l'inexpugnabilité de l'auberge et s'étaient mis en tête d'y remporter ce qui, pour eux, serait surtout une victoire de prestige. Sans perdre de temps, après avoir ainsi décidé, ils se rendirent à cheval vers une grotte éloignée où vivait un vieil ermite, célèbre des lieux à la ronde pour la sagesse de son esprit et la bonté de son cœur. « Ô saint homme, toi dont les bonnes actions viennent en aide à ceux qui souffrent, écoute notre prière et conseille-nous dans notre infortune, lui dirent perfidement ces coquins. Pour un peu, les larmes auraient jailli de leurs yeux, tant ils semblaient croire eux-mêmes à leur fable. Nous sommes ici 11 à nous incliner respectueusement devant toi, jusqu'à poser notre front sur la pointe de ta mule, mais sache que nous sommes vraiment 12, 12 frères, issus du même père. Nous faisons notre tour de compagnonnage à travers le pays, gagnant notre vie grâce à l'honorable petit métier de rémouleur et aiguiseur. Quand nous sommes arrivés à Nishapur, on nous a appelés dans la cour de l'auberge afin que nous aiguisions et affûtions les armes des caravaniers qui allaient poursuivre leur route à travers la steppe désertique. Notre plus jeune frère, celui que, hélas, tu ne vois pas séant avec nous, s'est vu confier l'aiguisage d'un splendide cimeterre à manches démasquinées. Son ouvrage achevé, tout content du résultat, il tendit l'arme devant le visage du propriétaire pour lui en faire admirer le fil. Mais le marchand s'est mis à pousser des cris affreux, appelant au secours, prétendant que ce vaurien voulait lui couper la gorge. Les domestiques accoururent en nombre, s'emparèrent de notre pauvre cadet et l'enfermèrent dans un réduit. Nous, ils nous ont chassés à coups de bâton. Depuis lors, nous ne parvenons pas à pénétrer dans l'auberge pour libérer notre malheureux frère. Si tu nous indiques un moyen d'y entrer, tu feras l'une de ces bonnes actions qui font tant plaisir à Allah. » L'ermite leur dit : « Les mortifications auxquelles je me soumets, les prières et les bonnes actions que je fais sont la pénitence des péchés que j'ai commis au temps de ma jeunesse. J'étais un fieffé voleur et cambrioleur, et je vous prie de croire que pas un grillage, pas une porte bardée de fer, pas une serrure à triple tour ne me résistait. Maintenant, tout mon savoir dans ce métier du diable, je l'ai jeté depuis longtemps dans les eaux du fleuve de l'oubli. Mais si vous voulez venir en aide à un innocent qui souffre injustement, que de ma mémoire ressorte un secret enfoui depuis bien des années et qui puisse vous servir, écoutez bien ce que je vais vous confier. À une distance de 3 lieues de la ville, dans les ruines de ce moulin dont vous devinez la silhouette noire sur l'horizon, il y a, parmi une touffe de roseaux, un vieux puits asséché et comblé. Personne ne le sait plus, et si quelqu'un passe par là, c'est à peine s'il pourrait deviner qu'il y a eu un puits en cet endroit autrefois. Mais si vous creusez et enlevez la terre de remblai, vous verrez qu'au fond il y a l'entrée d'un souterrain. Et ce souterrain aboutit au fond d'un autre puits, tout juste au-dessus du niveau de l'eau, car ce puits-là fonctionne toujours, précisément au milieu de la cour de l'auberge où font relais les caravanes, à Nishapur.
Les voleurs remercièrent à grands flots de paroles le naïf et l'imprudent ermite. Ils le remercièrent des heures durant, jusqu'à la tombée du soleil à l'horizon. Alors, ils sautèrent à cheval et se dirigèrent au galop vers le vieux moulin et son ancien puits. Ils trouvèrent facilement l'endroit et se mirent aussitôt à creuser. Ils déblayèrent le puits jusqu'au fond. À l'aube, car ils avaient travaillé toute la nuit, ils étaient fort las, et ils se cachèrent dans les ruines du vieux moulin pour s'y reposer à l'ombre des vieux pans de muraille. Ils y ronflèrent bruyamment, mais personne ne passa par là de la journée. Puis ils décidèrent d'y camper pour quelque temps, en attendant que leur plus jeune frère, qui n'était pas le moins du monde prisonnier à l'auberge, accomplisse une tâche importante: apprivoiser le chien de l'auberge. Ce chien était un terrible molosse qu'on lâchait toutes les nuits dans la cour, et en cas d'alerte, il aurait réveillé tout le monde par ses aboiements et grognements. Donc, tandis que ses aînés se reposaient et attendaient, le cadet se rendit en ville et alla s'engager comme porteur à domicile chez le boulanger-pâtissier du lieu. C'est lui qui, dès lors, portait tous les matins à l'auberge le pain frais, les tartes et les petits gâteaux. Chargeant son panier plat qu'il portait sur la tête de toutes ces bonnes choses destinées aux voyageurs, il n'oubliait jamais, avant de se rendre à l'auberge, de se munir d'un beau morceau de viande et aussi de quelques sucreries, produits de ses larcins, à l'intention du molosse. Au bout d'une semaine, le chien, réputé méchant, était si bien familiarisé avec le jeune voleur qu'il lui obéissait mieux qu'à personne d'autre à l'auberge. Alors, le 8e jour venu, le plus jeune des voleurs reprit joyeusement le chemin du vieux moulin, où sa bande l'attendait avec une grande impatience. Ils furent bien contents d'apprendre que le chien était apprivoisé et doux comme un mouton, et alors ils se préparèrent à exécuter leur coup sans plus attendre. Après avoir solidement dîné, ils se laissèrent glisser l'un après l'autre au fond du puits et s'avancèrent dans le sombre souterrain. Il leur fallait se plier en deux, car la voûte était basse. Par endroits, elle s'était écroulée. Alors, il leur fallait ramper. Ils heurtaient des pierres, tombaient dans des trous, roulaient dans des éboulis, et la lanterne que portait l'aîné s'était éteinte à plusieurs reprises quand il la lâchait au cours d'une chute ou d'un choc. Tant bien que mal, à minuit, ils étaient arrivés au but. Ils grimpèrent hors du puits, en se tenant et s'accrochant aux fentes entre les pierres, craignant de retomber dans l'eau qui dormait sous eux. Mais tous les 12, ils se trouvèrent bientôt autour de la margelle, en plein milieu de la cour de l'auberge. Le chien vint se frotter aux jambes de son ami, le plus jeune de la bande, puis, sur un signe de ce dernier, il regagna sa niche sans donner de la voix. Tout dormait, tout semblait mort. Dans toute l'immense bâtisse, pas une lumière ne brillait, pas une fenêtre n'indiquait que quelqu'un, encore, veillait. Les frères se hâtèrent vers la porte de la chambre forte, où les marchands mettaient en sûreté leurs bourses et coffres, contenant leur argent et leurs bijoux. Sans bruit, les cambrioleurs expérimentés firent jouer les peines des multiples serrures qui fermaient cette lourde porte. Une fois dans la place, ils furent rapides à remplir quelques sacs de ducats, argenterie et de tous les bijoux qui leur tombèrent sous la main. Puis ils reprirent, pour s'en aller, la même voie du puits et du souterrain. Ils réapparaissaient à l'air libre, encore avant le lever du jour, par l'autre puits, auprès du vieux moulin en ruine. À la même heure, un désordre indescriptible régnait à l'auberge. Lorsqu'en se levant, comme toujours de très bonne heure pour que tout soit prêt au lever des clients, les domestiques et valets s'aperçurent que la chambre forte avait été violée et vidée, ils se mirent à pousser de tels cris qu'ils eurent au fait de réveiller tout le monde, patrons et voyageurs. Les marchands accoururent, souvent en chemise et bonnet de nuit, en se demandant s'ils étaient en proie à un cauchemar. On fit vite venir le chef de la police, avec ses hommes d'armes, et bientôt même le juge, en personne, vint constater les dégâts. « Qui d'autre aurait pu pénétrer dans cette chambre forte, si ce n'est le personnel de cette maison ?» chuchota le chef de la police à l'oreille du juge.
Mes hommes montent toute la nuit devant le portail de l'auberge une garde vigilante, et mes patrouilles passent régulièrement sur la place. Toute la nuit, le portail est resté fermé, et en est resté ainsi jusqu'à l'aube, on me le garantit. On a tiré les verrous de l'intérieur qu'à notre arrivée pour nous laisser entrer. » Le juge hocha la tête en signe d'accord, et il se mit à questionner les valets, domestiques, hommes et femmes de chambre, cuisiniers, aides-cuisiniers, palefreniers, en les invitant à reconnaître leur culpabilité. Mais chacun, l'un après l'autre, prétendit ne rien savoir, n'avoir rien vu, rien entendu. Alors, le juge fit apporter, dans la cour de l'auberge, un banc de chêne sur lequel il fit allonger et attacher ceux dont la tête lui plaisait le moins, et ordonna aux gardes de fouetter ces malheureux aussi longtemps qu'ils n'avoueraient pas. Les autres, il les fit enfermer en prison, au milieu de serpents, araignées et rats, si bien que ceux-là hurlaient encore plus fort que les premiers sous le fouet. Dans la foule qui s'était rassemblée, venant de tous les quartiers de Nishapur pour assister à ce terrible spectacle, se trouvaient 2 voleurs de la bande. Le plus âgé, qui était leur chef, les avait envoyés des Potrominets pour s'enquérir de la façon dont se déroulaient les événements, après la découverte du cambriolage. Mais maintenant, en voyant souffrir des innocents, les 2 frères se dirent, émus des cris que poussaient les malheureux. Le premier, le plus jeune. « Je ne sais comment faire, mais j'ai bien envie d'inventer un stratagème pour libérer ces pauvres gars. » Le deuxième. « Oui, mais mon petit ami, tu risques plus facilement d'y laisser ta vie que de perdre la poussière de tes sandales. Tu sais cela aussi bien que moi. Malgré tout, je ne peux que te conseiller d'agir comme tu viens de dire. Nous sommes des voleurs, mais cela ne veut pas dire qu'il nous faille encore être des lâches qui laissent martyriser des domestiques et valets à leur place. » Après ce colloque, le premier voleur s'approcha du juge et lui demanda, d'un ton déférent: « Monsieur le juge, pourquoi punissez-vous si cruellement ces gens-là » Le juge répondit: « Parce que, cette nuit, on a volé dans cette auberge pour plus de 500 000 écus, en valeurs, bijoux et monnaie. » Alors le voleur déclara: « Faites remettre ces malheureux en liberté, car ils n'y sont pour rien. Je sais où est caché tout ce qui a été dérobé, argent, bijoux et valeurs. » Le juge et le chef de la garde ne pouvaient en croire leurs oreilles. Le juge demanda: « Où, dis-tu, se trouve cette cachette ?» Le voleur répondit: « Ici, dans l'auberge. Venez avec moi. » Et le juge, le chef de police, les marchands volés et le personnel libéré suivirent, comme dans un rêve, cet homme étrange qui leur en imposait. Il les mena tout juste au centre de la cour de l'auberge, et il s'arrêta près du puits en leur disant: « Le butin se trouve au fond de ce puits. Faites-y descendre quelqu'un au bout d'une corde, et il en remontera tous les sacs contenant ce qui a disparu, et que tout soit rendu au propriétaire de ces biens. » Là-dessus éclata un beau charivari entre les marchands. On se serait cru à la foire annuelle, sur la place du marché. Tout le monde parlait à la fois. Chacun agitait les bras. On s'offrait mutuellement, mais chacun à l'autre, l'honneur de descendre dans le puits. C'était à qui persuaderait les autres de son manque personnel de dignité à recevoir un tel honneur. L'autre en était toujours le plus digne. Mais l'autre, quel qu'il fût, repoussait modestement une offre dont il n'était absolument pas digne. Il fallait se sentir, disait-il, pleinement digne de la confiance des autres, et chacun, pour soi, en doutait modestement. Bref, le jeu aurait pu durer longtemps, car le puits était vraiment profond. On n'y voyait que du noir. Une pierre, quand on l'y laissait tomber, mettait un temps infini à vous renvoyer l'écho de son plouf quand elle touchait enfin la surface de l'eau. Personne n'avait envie de confier sa vie à une simple corde, fût-elle la plus solide, pour surplomber un gouffre aussi effrayant. Et tout cela sur les simples dires d'un étranger? Soudain, tous repensèrent à lui, cet étranger si assuré,
et lui demandèrent ensemble, comme s'ils s'étaient concertés d'avance. « Ami, toi qui sais où est caché ce qui nous a été volé, rends-nous ce service. Vas-y toi-même, au fond. Nous te tiendrons volontiers et bien ferme la corde. N'aie crainte, nous saurons te remonter, d'autant que tu nous rapporteras nos biens perdus. » « La confiance dont vous voulez bien m'honorer me réjouit plus que ne pourrait le faire la santé de mon fils unique, si d'aventure j'en avais un, » dit le voleur en levant les yeux au ciel, comme pour le prendre à témoin. « Mais ne craignez-vous pas vraiment que je succombe à la tentation devant toutes ces richesses et que je ne disparaisse dans le fond du puits avec tout votre or et vos bijoux ? » « Oh, oh, jeune ami, si tu parviens à fuir par le fond du puits, alors prends sans hésiter notre or, notre argent et nos bijoux, et sauve-toi de toute la vitesse de tes jambes !» s'exclamèrent avec de grands éclats de rire les marchands qui trouvaient la farce bien bonne. S'enfuir par le fond d'un puits. Ils riaient à s'en faire danser le ventre, en se donnant de bonnes tapes dessus. Quel farceur! Fuir par le fond d'un puits! Oh, c'est bien trouvé! Tandis que les marchands s'amusaient ainsi, le voleur avait ceint sa taille d'une corde solide et en avait confié le bout à ceux qui se trouvaient le plus près. Il disparut comme un chat dans la profondeur du puits. Les rires de la surface l'accompagnèrent jusque tout au fond et se répercutaient contre les parois. Cela faisait un vacarme épouvantable. On aurait dit des aboiements d'une meute de chiens furieux. Dès que son pied sentit l'eau, le voleur tâta les parois pour sentir où était le souterrain, car il n'y voyait rien. Une fois qu'il eut pris pied sur le sol, où venait tout juste affleurer l'eau, il se défit de la corde, mais l'accrocha solidement à une saillie du mur. Puis il reprit le chemin déjà bien connu, par le souterrain, jusqu'à l'autre puits du vieux moulin, où l'attendaient ses compagnons. Ils l'attendaient, oui, mais avec impatience. Ils commençaient à trouver le temps long, et ayant hâte de s'éloigner de ces lieux, ils avaient déjà chargé le butin sur leurs chevaux et se préparaient à sauter eux-mêmes en selle dès le retour du dernier de la bande. Aussi, à peine eut-il pointé le nez hors du puits, ils le saisirent à bras-le-corps pour l'en tirer plus vite, et, au galop, les chevaux furent lancés et incités à garder vive allure aussi longtemps que les forces ne les eurent pas abandonnés. Mais alors, ils étaient loin, hors d'atteinte. Pendant ce temps-là, le juge, entouré des marchands et de la police, attendait, comme tous les autres, que ce guet plaisantin donne des coups à la corde pour signaler qu'il était temps de le remonter. Tous, ils trouvaient le temps long, mais au début ils ne s'inquiétaient pas. Ils faisaient passer le temps en plaisantant, et ce, sur le compte de l'étranger. Mais peu à peu, les rires se firent plus faibles, et ils furent remplacés par un silence de plus en plus profond, de plus en plus consterné. Ils attendaient maintenant ce signe de l'homme, au fond, avec une anxiété grandissante, et ce signe ne venait pas. Ils attendaient depuis 3 ou 4 heures, et la corde ne frémissait jamais. Alors, ils forcèrent un valet à descendre pour aller voir ce qui se passait. Et il leur fallait attendre longtemps encore avant de le savoir, ce qui se passait au fond du puits. Quelques heures s'écoulèrent encore, et la nuit s'était faite, quand le valet, qui n'était jamais réapparu à la margelle du puits, frappait à la porte d'entrée, du côté de la place. Hors d'haleine, il leur raconta comment il avait marché, jusqu'à bien loin, hors de la ville, dans un souterrain qu'il avait mené à un autre puits dont il n'était sorti qu'à grand-peine. Et il s'était retrouvé dans les ruines du vieux moulin, abandonné depuis des dizaines d'années. Il était revenu aussi vite qu'il avait pu, mais le chemin était long. Inutile de décrire la tête que firent les marchands.